Jamais les portes de Balmoral n'ont vu un tel spectacle. Un membre de la famille royale amenant le fils d'un autre membre de la famille royale à la cour, dans un château qui abrite l'âme d'une reine défunte. La princesse ne cille pas. Le château qui appartient à la couronne. Il existe en ce monde des lieux qui sont plus que de simples bâtiments, plus que de la pierre, du bois et du verre. Bien plus qu'une simple superficie sur une carte. Des lieux chargés de mémoire, des deuils, qui portent entre leurs murs le poids de l'histoire de toute une nation. Le château de Balmoral est l'un de ces lieux. Ce qui se passe actuellement est sans précédent pour la famille royale britannique. Réfléchissez-y un instant. Il ne s'agit pas d'un différend financier. Il ne s'agit pas d'une querelle de titres, d'apparitions publiques ou de places réservées lors d'un banquet d'État. C'est une bataille pour quelque chose de bien plus sacré, quelque chose que la famille royale protège depuis plus de 170 ans. Une affaire qui, jusqu'à présent, n'aurait jamais dû se retrouver devant un tribunal. C'est un peu surprenant. Craignez-vous que des membres de République viennent crier des choses injurieuses? Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Pour comprendre les motivations de la princesse, il faut d'abord saisir la véritable nature de Balmoral, non pas l'image idyllique véhiculée par les cartes postales, ni celle que le palais présente chaque été à travers des photographies soigneusement mises en scène. La véritable version, celle qui vit dans la mémoire de chaque membre de la famille royale ayant foulé son domaine. Le château de Balmoral se dresse dans les Highlands écossaises, dans la vallée de la rivière Dee, dans l'Aberdeenshire. Elle s'étend sur 53 680 acres de terre, parmi les plus époustouflantes, les plus sauvages et les plus intimes de toute la Grande-Bretagne. Forêts ancestrales, landes vallonnaises, des rivières aux eaux froides et limpides, même en été. Des collines qui se fondent dans les nuages, bas les matins gris. C'est un lieu qui exige le silence. Et le silence qui règne entre ces murs a toujours été respecté. Le prince Albert acheta le domaine en 1852 pour la reine Victoria. Il avait perçu dans ces collines quelque chose dont il pensait que son épouse avait besoin. Intimité, paix, distance par rapport à la machinerie implacable de la monarchie. Victoria en tomba immédiatement amoureuse. Elle l'appelait son cher paradis. Et dès lors, Balmoral devint un lieu profondément personnel pour la famille royale. Quelque chose qui n'appartenait ni à l'État, ni au domaine de la couronne, ni au Parlement. Cela leur appartenait, à titre privé, personnellement, irréversiblement. Cette distinction est extrêmement importante. Et c'est précisément ce que la princesse s'efforce aujourd'hui de protéger. Contrairement à Buckingham Palace ou au château de Windsor, Balmoral n'est pas une propriété publique. Il n'est administré ni par des comités gouvernementaux ni géré par des fonctionnaires de l'État. Il s'agit d'un domaine privé, transmis de monarque en monarque par héritage personnel. La reine Victoria l'a légué au roi Édouard VII. Il est resté dans les mains de plusieurs générations. Le roi George V, puis le roi George VI en furent propriétaires. Le domaine passa ensuite à la reine Élisabeth II, qui l'hérita de son père en 1952, année de son accession au trône. Pendant 70 ans, Balmoral fut le refuge d'Élisabeth. Pendant 70 ans, elle s'y rendait chaque été sans exception. Elle arpentait ses collines, bottes vertes aux pieds et foulard sur la tête, et pêchait dans la rivière Dee. Elle recevait les premiers ministres dans ses salons et les laissait repartir, avec une idée plus précise des attentes de la monarchie envers le gouvernement. Elle photographia ses paysages. C'est à Balmoral qu'elle accueillit ses petits-enfants et les regarda découvrir, comme elle l'avait fait, ce que signifiait appartenir à un lieu ancien et immuable. C'est à Balmoral qu'elle rendit son dernier souffle. Le 8 septembre 2022, la reine Élisabeth II s'est éteinte dans le château qu'elle avait aimé plus que presque aucun autre endroit au monde. Les drapeaux ont été abaissés, le monde a pleuré.
Et Balmoral, à cet instant précis, devint un lieu encore plus sacré qu'auparavant. Il devint l'endroit où la monarque au plus long règne de l'histoire britannique fit ses adieux au monde. On n'utilise pas un tel lieu sans autorisation. On ne pénètre pas dans ces pièces et on ne les considère pas comme les siennes. On ne prend pas non plus de décision concernant un domaine royal privé sur lequel on n'a pas le droit de décider. Surtout quand la femme qui l'aimait le plus repose à peine en paix et que sa famille porte encore le deuil de sa disparition, à moins d'être préparé aux conséquences. Et ces conséquences, comme le fils de la reine consort le découvre à présent, sont graves. À la mort de la reine Élisabeth, Balmoral est revenu au roi. En tant que propriété royale privée, le transfert a été automatique et intégral. Le roi en devint le nouveau gardien et cette tutelle lui conférait une autorité absolue sur les personnes qui utilisaient le domaine, les dates d'utilisation et les conditions de présence. Ces règles ne sont ni des suggestions, ni des directives sujettes à interprétation. Au sein de la famille royale, les propriétés privées obéissent à un code de conduite si profondément ancré dans la tradition qu'il est rarement nécessaire de le formaliser par écrit. Tous ceux qui appartiennent à ce monde le comprennent. On demande la permission, on l'obtient. Puis on respecte les lieux et on les laisse exactement comme on les a trouvés. Ce code existe depuis des générations. Il existait déjà lorsque le domaine appartenait à Victoria, à George VI et à Elizabeth. Et il existe encore aujourd'hui, sous le roi actuel. Le nom au-dessus de la porte change, mais pas le code. C'est précisément pourquoi ce qui s'est passé à Balmoral a provoqué une onde de choc au sein de la famille royale dès que l'affaire a été révélée, car quelqu'un avait franchi ses portes sans autorisation. Quelqu'un s'était approprié les lieux. Quelqu'un avait contemplé le domaine le plus privé, le plus sacré et le plus chargé d'émotions de toute la famille royale et avait décidé que les règles ne s'appliquaient pas à lui. La princesse l'a découvert. Et la princesse, comme vous le dira quiconque l'a un jour sous-estimée, ne lâche rien. Elle était la digne fille de sa mère à tous égards. Elle possède la même force de caractère, le même sens inébranlable du devoir. Elle reste absolument convaincue que les institutions qu'elle a consacrées à protéger méritent d'être défendues, quels que soient leurs adversaires. Elle a examiné ce qui s'était passé à Balmoral et a cherché les responsables. Elle a réfléchi aux conséquences pour le domaine, la famille et la mémoire de sa mère. Elle prit alors le téléphone et appela ses avocats. Ce que le fils de la reine consort avait fait à Balmoral et comment la princesse l'avait découvert est une histoire que le palais aurait tout fait pour étouffer, en vain. Ce qu'a fait le fils de la reine consort, il y a une audace particulière qui ne naît que de la conviction d'être intouchable, de la conviction que les règles qui régissent autrement, genre les gens ordinaires et même les gens extraordinaires, ne s'appliquent tout simplement pas à vous. Votre position, vos relations et votre proximité avec le pouvoir créent une sorte de bouclier invisible. Un bouclier qui résistera à tout, quelles que soient vos actions, même si vous vous aventurez sur le territoire d'autrui sans y être invité. Le fils de consort se croyait intouchable. Il avait tort. Pour comprendre ce qui s'est passé à Balmoral, il faut comprendre qui il est, car il n'est pas simplement le fils de la reine consort. Il n'est pas simplement un homme ayant grandi en marge de la vie royale et ayant profité de ses privilèges sans en assumer pleinement les responsabilités. C'est un homme qui a consacré des décennies à cultiver une image publique fondée sur le goût, le raffinement et un réseau étendu. Chroniqueur, gastronomique, auteur, personnalité de la télévision. Un homme qui évolue dans les cercles les plus influents de Grande-Bretagne, avec l'assurance naturelle de celui qui n'a jamais été mis en demeure. Cette assurance, selon des sources proches de la famille royale, est précisément ce qui l'a conduit jusqu'ici. L'histoire commence à l'automne 2023. Balmoral était revenu au roi un peu plus d'un an auparavant.
Le domaine portait encore les stigmates de la mort de la reine Élisabeth. Le personnel qui l'avait servi pendant des décennies s'adaptait encore à un monde où elle n'était plus au centre de tout. Les pièces conservaient encore l'empreinte de sa présence, comme c'est souvent le cas lorsqu'un être cher vient de nous quitter. Une présence silencieuse et pesante que ceux qui l'aimaient ressentaient dès qu'ils franchissaient le seuil. C'est dans cette atmosphère que le fils du consort passa à l'acte. Il s'est rendu à Balmoral à au moins 2 reprises durant cette période, sans obtenir l'autorisation officielle requise des responsables du domaine. Il n'a suivi aucune procédure officielle et n'a adressé aucune demande formelle aux administrateurs du palais chargés de l'accès aux résidences royales privées. Il n'a sollicité aucune autorisation écrite du roi, ni d'aucun membre haut placé de la maison royale habilité à l'accorder. Il est tout simplement arrivé et sa visite n'a pas été brève. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de jugement passagère qu'on pourrait expliquer par un malentendu. Selon certaines sources, il a utilisé les installations privées du domaine pendant une période prolongée. Les pièces intérieures du château. Il a utilisé le parc et les appartements du personnel, réservés exclusivement aux invités autorisés de la famille royale, des espaces considérés comme profondément privés, des espaces soumis à des restrictions si bien comprises au sein de la famille royale que les enfreindre n'est pas un accident, mais un choix. Mais ce n'était pas tout. Ce qui a considérablement aggravé la situation et l'a finalement rendu impossible à contenir dans le cadre habituel de la discrétion du palais. Ce sont les agissements qu'il aurait commis lors de ses visites. Des sources proches de l'enquête indiquent qu'il utilisait Balmoral non pas comme un lieu de retraite privé, mais comme un lieu d'activité totalement non autorisé par les détenteurs légitimes du domaine. Des réunions y étaient organisées et des invités y étaient reçus. Des personnes sans lien avec la famille royale, sans autorisation officielle, ni raison valable de se trouver dans l'une des propriétés les plus privées de Grande-Bretagne, auraient été accueillies avec plaisir. Elles franchissaient ses portes ancestrales, comme si le prince héritier avait le droit d'offrir cet accueil. Or, il n'en avait pas le droit. Loin de là. Les propriétés royales privées fonctionnent selon des protocoles perfectionnés au fil des générations. Sachant ce qui se passe lorsque ces règles ne sont pas respectées, Balmoral, en particulier, compte tenu de son statut d'héritage personnel et non de propriété de la couronne, est soumis à des restrictions plus strictes encore que celles appliquées à Sandringham ou Windsor. L'accès est contrôlé. Les listes d'invités sont minutieusement vérifiées. Chaque visite est consignée. Chaque présence sur le domaine est comptabilisée. C'est ainsi que la supercherie a été découverte. Le personnel de direction du domaine est farouchement attaché à la mémoire de la reine Élisabeth et extrêmement attentif aux moindres changements dans le fonctionnement du château qu'il a servi pendant des années. J'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. Les signes étaient là. D'abord discrets, puis impossibles à ignorer. Des pièces qui auraient dû être fermées présentaient des signes d'occupation. Des registres qui auraient dû être vides contenaient des entrées inexpliquées. Le personnel a signalé avoir croisé des personnes inconnues, pour lesquelles il n'avait pas été informé de la présence d'individus. L'information a circulé discrètement mais rapidement au sein des cercles influents de la famille royale. Elle est parvenue à la princesse. À présent, il est essentiel de comprendre un point important. Au lendemain du décès de la reine Élisabeth, il était entendu au sein de la famille que Balmoral serait traité avec une délicatesse particulière. Il ne s'agissait pas simplement d'un héritage, mais d'un lieu de mémoire. Un témoignage de respect continu envers celles qui avaient aimé cet endroit plus que presque tout au monde. Les membres les plus importants de la famille royale s'étaient entendus en privé, sans qu'il soit nécessaire de le formaliser par écrit, pour que le domaine soit traité avec déférence durant la période de deuil et de transition.
le fils de la reine, était, semble-t-il, au courant. Il avait assisté à suffisamment de réunions de famille et de conversations privées. Il connaissait assez bien les accords tacites qui circulaient dans ce milieu pour savoir précisément ce que Balmoral représentait et ce qu'on attendait de ceux qui y avaient un accès. Et il poursuivit malgré tout. Selon certaines sources, lorsque la vérité sur les événements a commencé à se dévoiler, la réaction au sein du cercle royal n'a pas été la simple colère. Elle était plus froide, plus précise. C'était la fureur particulière qui naît du mépris pour un lieu sacré, du mépris pour un endroit où votre famille a versé son sang, où elle a pleuré et qu'elle a aimé pendant plus de 170 ans, et de la décision que son confort prime sur sa dignité. Au palais, certains préconisent la prudence. Il y en a toujours. L'instinct des institutions royales est toujours de gérer discrètement, de contenir, pour régler les choses en catimini, par des conversations privées et une pression ferme mais indéniable, sans laisser de traces publiques. La princesse a écouté ces voix, puis elle les a ignorées, car il arrive un moment où la gestion discrète devient complicité. Il arrive un moment où protéger l'institution signifie refuser de laisser une violation de celle-ci impunie. Un moment où seul le langage de la loi a suffisamment de poids. La princesse a atteint ce point. Et à cet instant précis, tout a basculé. Ce qui l'a poussé à prendre cette décision et ce que cela révèle de sa véritable personnalité est une histoire que la famille royale ne s'attendait pas à voir rendue publique, mais qui l'est pourtant. La princesse prend la parole. Ce n'est pas un hasard si le public britannique a toujours accordé à la princesse une confiance plus grande qu'à presque tous les autres membres de la famille royale. Ce n'est ni son titre, ni sa proximité avec le trône, ni même l'image publique soigneusement orchestrée par l'appareil du palais pour la plupart des membres les plus importants de la famille royale. C'est quelque chose de bien plus simple et de bien plus rare. Sa sincérité, sa conviction inébranlable. Elle est née le 15 août 1950, 12e enfant de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Elle a grandi au sein de la famille la plus scrutée au monde et en est ressortie avec une qualité que cette institution produit rarement. Une confiance en soi inébranlable, authentique et sans faille. Elle ne joue pas à des jeux, elle ne s'exprime pas dans le langage feutré de la diplomatie de palais quand la franchise est plus efficace. Elle ne sourit pas face à ce qui mérite d'être affronté et elle ne fuit pas un combat simplement parce qu'il est désagréable. Ceux qui la connaissent bien la décrivent en des termes d'une remarquable constance, redoutable, précise, d'une loyauté sans faille quand elle le mérite, et inflexible lorsqu'elle a décidé que quelque chose ne va pas. Elle a décidé que quelque chose cloche. Pour comprendre pourquoi elle est à l'origine de cette initiative, il faut comprendre sa relation avec Balmoral, car il ne s'agit pas simplement de la relation d'une princesse avec un domaine familial. C'est quelque chose de plus profond, qui remonte à sa plus tendre enfance, quelque chose que la mort de sa mère a transformé en une responsabilité qu'elle prend plus au sérieux que presque tout le reste. Elle passait ses étés d'enfance à Balmoral. Elle y a appris à monter à cheval. Elle arpentait la lande avec son père, un homme dont le rapport à la nature l'a façonné aussi profondément que ses devoirs royaux. Elle s'asseyait avec sa mère au petit matin, quand la brume était encore basse sur les collines, que le château était silencieux et que le monde extérieur ne les avait pas encore envahis. Ces souvenirs ne sont pas abstraits pour elle. Ce ne sont pas de ces douces nostalgies qui s'estompent avec le temps. Ils sont vifs et tangibles, inscrits dans son corps, comme le sont toujours les lieux qui l'ont façonné. Balmoral n'est pas un simple bâtiment pour la princesse. Ce sont ses parents, c'est sa famille telle qu'elle était, avant que le monde ne s'empare d'eux et ne les transforme en symboles. Et quelqu'un y est entré sans prévenir. Quand elle a appris la nouvelle concernant le fils du consort, ses proches disent qu'elle n'a pas élevé la voix. Ce n'est pas dans sa nature.
Elle ne manifeste pas son indignation de manière ostentatoire, ni ne fait de déclarations destinées à afficher ses sentiments. Elle a écouté, posé des questions précises et pertinentes, attendu d'avoir une vision d'ensemble avant d'agir. Mais sa décision de prendre la parole doit aussi être comprise dans un contexte plus large, un contexte qui se dessine au sein de la famille royale, depuis l'accession au trône d'une amie de longue date, car la princesse et la reine, consort, n'ont jamais entretenu de relations harmonieuses. Réfléchissez-y un instant. L'histoire entre ces deux femmes est longue, complexe, et elle n'a jamais été pleinement résolue, malgré la courtoisie affichée lors des engagements officiels. Elle a vu le premier mariage de son frère s'effondrer de la manière la plus publique et la plus douloureuse qui soit. Elle a vu sa première épouse souffrir. Elle a vu sa mère porter le poids de cette souffrance avec une dignité qui a coûté à Élisabeth bien plus que le public ne l'a jamais su. Et elle a vu celle qui allait devenir reine consort passer, lentement mais sûrement, de l'ombre au cœur de la vie royale. Elle l'a accepté. Pragmatique avant tout, elle comprenait que le bonheur de son frère importait et que la monarchie avait besoin de stabilité. Elle s'est résignée à la situation, comme le font les personnes disciplinées et consciencieuses face à l'inévitable. Mais faire la paix avec la reine consort est une chose. Étendre cette paix à son fils en est une autre. Il n'a jamais porté de titre royal, n'a jamais assumé de devoirs royaux, n'a jamais consenti au sacrifice qu'implique une appartenance pleine et entière à ce monde. Il évolue dans une position intermédiaire confortable, suffisamment proche de la couronne pour en apprécier l'influence. Suffisamment éloigné de ses responsabilités pour en éviter le poids, il assiste aux réunions, il circule dans les pièces et porte le prestige indirect de la position de sa mère, sans en assumer aucune obligation. Or, selon certaines sources, il croyait apparemment que ce prestige indirect s'étendait à la moralité. La princesse n'était pas d'accord. Quelque chose d'autre la motive, qui dépasse l'histoire personnelle et les détails précis de ses agissements, quelque chose qui touche au cœur même de son être. En tant que membre de la famille royale et en tant que femme, façonnée par des décennies de service, elle a donné plus à l'institution monarchique que presque aucun autre membre de la famille. Elle effectue plus d'engagements publics que tout autre membre senior de la famille royale. Elle le fait depuis des décennies, avec un minimum de plaintes et une efficacité maximale. Elle ne recherche ni les projecteurs, ni la validation publique. Elle est présente et fait son travail. Elle honore les engagements liés à sa position, parce qu'elle croit, avec une conviction qui frôle le sacré, que le devoir n'est pas facultatif. C'est cette conviction qui rend la violation de la morale si personnellement intolérable pour elle. Car si le devoir n'est pas facultatif pour ceux qui naissent dans cette famille, il ne l'est certainement pas pour ceux qui y sont entrés par le mariage. Et ce n'est absolument pas une option pour ceux qui profitent des avantages de la proximité avec la couronne sans en assumer aucune responsabilité officielle. Le fils du prince consort a fait preuve d'une politesse excessive, comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. La princesse, quant à elle, a passé sa vie à prouver discrètement, constamment et sans tapage que les règles s'appliquent à tous. Le conflit entre ces deux positions était voué à être explosif. Il s'est produit par un matin gris du début de l'année 2024. Elle a reçu un compte-rendu détaillé de l'administrateur principal du domaine qui exposait le déroulement complet des événements. Les visites, les invités non autorisés, et l'utilisation d'installations à accès restreint, l'absence totale de demande d'autorisation formelle. Elle lut chaque mot et déposa le document sur le bureau devant elle. Elle prit le téléphone, non pas pour appeler la reine consort ou le roi, ni pour consulter les conseillers du palais qui lui auraient inévitablement recommandé la prudence, la discrétion et la facilité.
Elle appela ses avocats et, à partir de cet instant, l'affaire n'était plus un problème familial à régler à huis clos, mais une affaire judiciaire avec des conséquences et un tribunal. Un jour de jugement qu'aucune influence royale ni aucune protection maternelle ne pourrait empêcher. Le fils de la reine consort allait découvrir ce que signifie franchir une limite devant une femme qui avait passé sa vie entière à les défendre. Ce qui s'est passé lorsque les procédures judiciaires ont commencé et comment le palais s'est efforcé d'en contenir les conséquences est une histoire qui change tout. Le tribunal et la couronne. Il y a des choses que la famille royale britannique ferait presque n'importe quoi pour éviter. Un scandale public, un conflit familial ouvert, etc. Mais par-dessus tout, par-dessus presque toutes les autres craintes institutionnelles du palais, il y a celle-ci, un tribunal. Car un tribunal n'a de loyauté envers personne. Il ne se soucie pas des titres. Qu'il s'agisse de lignée ou de l'image soigneusement construite d'une famille qui, depuis des siècles, se présente comme le pilier moral d'une nation. Un tribunal n'exige qu'une seule chose, la vérité. Lorsque la princesse a chargé son équipe juridique d'engager des poursuites formelles contre le fils du consort, la réaction du palais fut immédiate. L'alarme, suivie de pressions discrètes et urgentes pour étouffer l'affaire avant qu'elle ne soit rendue publique. De hauts courtisans ont agi en coulisses. La machine de gestion de crise du palais s'est mise en marche avec une efficacité redoutable, mais trop lentement. Elle avait anticipé chaque tentative pour la faire reculer. Elle avait entendu les arguments avant même que ceux qui les formulaient aient fini de les formuler. Pensez à l'institution, pensez au roi et à ce que cela implique pour la famille. Elle pesait chaque argument avec la froide précision d'une femme qui, depuis plus de 7 décennies, comprend parfaitement les exigences de la monarchie. Sa conclusion était ferme. L'institution était précisément la raison pour laquelle elle poursuivait son action. Les poursuites judiciaires ont été engagées au printemps 2024. La plainte était précise et sans ambiguïté. Accès non autorisé à une propriété royale privée. Violation des protocoles établis régissant l'utilisation du bien. La plainte nommait explicitement le fils de la reine consort, citait les occasions précises d'entrée non autorisée et faisait référence à la présence de personnes non autorisées sur le site. Le document était précis, détaillé et accablant. Il a retenu les services d'un avocat en quelques jours. Son équipe a avancé une position fondée sur un argument central. Le statut de reine consort de sa mère lui conférait des droits d'accès implicites à la propriété en tant que membre de la famille royale élargie. C'était un argument audacieux. C'était aussi une erreur de calcul catastrophique, car dès que cette position fut officiellement avancée, elle laissa entendre que le palais n'avait absolument aucune intention d'aborder la question. L'idée que les enfants adultes d'une reine consort aient des droits inhérents sur les domaines royaux privés était, de l'avis de tous les conseillers juridiques de la famille royale britannique, totalement intenable. Son équipe juridique la démantela sans ménagement. Des registres de propriété furent produits. Des preuves d'accès furent présentées au tribunal avec une clarté implacable. Et ce, malgré l'absence totale de toute demande formelle, d'autorisation écrite ou de communication par les voies officielles prévues à cet effet. Tout a été documenté et présenté sans ambiguïté. La position de la reine consort a été l'un des aspects les plus scrutés de toute cette affaire. Les sources la décrivent comme profondément dévastée, non seulement par la procédure judiciaire, mais aussi par la rapidité avec laquelle une affaire familiale est devenue publique. Chacune de ces apparitions publiques durant cette période était soigneusement orchestrée pour projeter une image de calme et de normalité. Or, selon les sources, rien n'était normal. Le roi se trouvait dans une situation d'une difficulté quasi insupportable. Sa sœur d'un côté, le fils de sa femme de l'autre. Ses proches affirment qu'il n'a rien fait pour empêcher la procédure, que son silence valait réponse.
Le jour du procès arriva. Le fils de la princesse entra dans le bâtiment, portant le poids d'un nom qui avait toujours ouvert des portes. Dans la salle d'audience, les registres de succession, les journaux d'accès et l'absence totale d'autorisation parlaient avec une clarté qu'aucun argument ne pouvait atténuer. La princesse n'avait pas seulement traîné le fils de la princesse en justice, elle avait envoyé un message à tous les spectateurs, et tous les regards étaient tournés vers elle. Que signifiait cela? Pour la monarchie, certaines batailles concernent ce qui est immédiat, et d'autres concernent tout ce qui se cache derrière. Ce qu'a fait la princesse en traînant le fils du consort en justice n'était pas simplement une question de morale, ni un simple accès non autorisé, une violation des protocoles, ou la présence d'invités douteux sur un terrain interdit. Ces éléments-là comptaient, ils constituaient le fondement juridique de l'affaire. Mais la signification profonde de son geste, ce qui résonnera longtemps dans les couloirs du pouvoir royal, après la fin du procès, est bien plus significative. Elle a tracé une ligne, et s'est assurée que chacun comprenne où elle se situait. La monarchie britannique traverse actuellement l'une des transitions les plus complexes et lourdes de conséquences de son histoire moderne. Le roi est âgé. Sa santé est fragile et publiquement reconnu comme tel, et l'héritier passe progressivement et délibérément de sa position d'héritier à un rôle plus actif. Le centre de gravité au sein du palais se déplace discrètement mais indéniablement depuis un certain temps. Et au cœur de ce changement, des questions se posent sur les limites, sur qui a sa place et sur les droits que confère réellement la proximité du pouvoir. Ces questions n'ont jamais été aussi urgentes. Le fils de la reine n'est pas un membre actif de la famille royale. Il ne détient aucun titre lié à la couronne et n'assume aucune responsabilité formelle envers l'institution. Il existe comme il l'a toujours fait, dans cet espace confortable entre le monde royal et le monde civil, assez près pour sentir la chaleur de la flamme, assez loin pour éviter d'être brûlé par ses exigences, ce que son action en justice établit avec tout le poids d'un tribunal derrière elle. Cet espace intermédiaire confortable a ses limites. Les propriétés privées de la famille royale ne sont pas des commodités sociales offertes de manière informelle à ceux qui ont par hasard le bon nom de famille dans leur arbre généalogique. Les règles qui régissent l'accès à des lieux comme Balmoral s'appliquent à tous, sans exception, quel que soit l'époux de leur mère. Ce n'est pas une mince affaire, c'est une question constitutionnelle, car le précédent établi ici façonnera la manière dont la famille royale gérera ses propriétés privées pour les années à venir. Et ce, pour chaque personne vivant en marge de ce monde. Un membre de la famille élargie est enfant adulte d'une reine consorte, examine actuellement le sort du fils de cette dernière et réévalue sa position. Le message est clair, sans ambiguïté, délivré non pas dans une lettre privée ou une déclaration soigneusement formulée du palais, mais sous la forme la plus publique et permanente qui soit. On ne s'approprie pas ce qui ne nous appartient pas. Pour la reine consort, les implications sont profondément personnelles et indissociables de son rôle. Son fils a été traîné à la cour par la sœur du roi au sujet de l'héritage royal. Cette situation complexe est aussi délicate que tout ce que la monarchie moderne a pu engendrer. Des sources proches de la reine consort laissent entendre qu'elle en est pleinement consciente. Avec une lucidité douloureuse, elle comprit que sa position ne protégeait pas son fils, que la couronne qu'elle portait n'offrait pas à ses enfants la protection qu'elle attendait peut-être. Cette prise de conscience avait changé quelque chose entre la reine consort et la princesse, un changement peut-être irréversible. Pour l'héritier, témoin de cette scène depuis une position d'autorité grandissante, la leçon qu'il n'avait pas besoin d'apprendre, mais qu'il n'oubliera pas, est la suivante. Les limites comptent, leur application compte, et une institution qui ne défend pas ses propres espaces privés contre les violations involontaires de ceux qui s'y croient autorisés
finirait par ne plus pouvoir se défendre contre des menaces plus importantes. La princesse le comprit, avant même que quiconque dans la famille n'ose le dire à voix haute, et s'incliner moralement. Vieux château niché au cœur de 53 acres des Highlands écossaises. Le Silence, l'endroit où Elizabeth promenait ses chiens aux premières lueurs du jour, l'endroit où elle pêchait, photographiait, recevait et, finalement, mourut. Il reste exactement le même qu'avant, inchangé par la tempête juridique qui l'a entouré. Mais quelque chose a changé dans la façon dont la famille royale le protégera à l'avenir. La princesse s'en est assurée. Elle le fait toujours. L'arc moral demeure froid, silencieux, inébranlable. Un château qui a absorbé le chagrin. Secrète et lutte de pouvoir silencieuse au sein de la famille la plus scrutée au monde. La famille royale qui la protège a changé à jamais. La princesse a tracé une ligne de la manière la plus publique qui soit, à la cour, sous les yeux du monde entier qui n'avait jamais rien vu de tel. Personne à l'intérieur de ces murs n'oubliera jamais ce que signifie la défier. Ni le fils du consort, ni la reine consort, ni les courtisans qui ont conseillé la prudence en vain. Elle a laissé une trace indélébile. Le message est clair et le précédent est établi. Quiconque franchira ses portes sans permission le fera en sachant exactement ce qui l'attend de l'autre côté.